Bitcoin en route vers son ATH. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Vous vous en doutez, beaucoup de choses à dire ce matin pour un début de semaine absolument sensationnel sur le marché crypto. On va revenir sur la dernière hausse, comment l'expliquer, quelle est la suite, à quoi il faut s'attendre pour le reste de la semaine. Et puis bien évidemment, on va faire aussi un gros point technique, fondamental et macroéconomique sur les marchés financiers traditionnels, puisque vous allez le voir, il va y avoir pas mal de choses à dire et pas mal de choses à voir tout au long de la semaine. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Alors pour commencer cette vidéo, je vais commencer par un chiffre, 2,4 milliards. C'est le volume qui a été engendré hier sur les ETF spot Bitcoin aux États-Unis. C'est plus que tout ce qui avait été fait depuis justement le lancement de ces ETF. Donc en une seule journée, on a atteint les 2,4 milliards de volume en dollars. Bien évidemment, je ne parle pas ici en valeur Bitcoin. C'est absolument sensationnel et ça démontre parfaitement bien la réussite du lancement de ces ETF spot Bitcoin qui rencontre un succès phénoménal et qui amène justement en partie à justement ce que Bitcoin se valorise davantage. En tout cas, ces ETF participent justement à une augmentation des volumes acheteurs et donc à une sorte de pression acheteuse qui amène justement ces mouvements aussi. En tout cas, c'est assez extraordinaire de voir ces chiffres seulement quelques semaines après le lancement de ces ETF. Alors oui, ça peut participer à la hausse, mais ce n'est pas évidemment la seule raison. Pour commencer, je voudrais revenir sur ce qu'il s'est passé hier matin sur le cours du Bitcoin et sur le setup que nous avons travaillé dans le serveur Discord pendant la matinale trading avec les membres premium. Hier matin, on a mis en place en 15 minutes une structure baissière. Structure baissière qui nous a permis de venir récupérer la liquidité qu'il y avait ici aux alentours des 50 900 $. Cette zone de liquidité intervenait parfaitement dans notre zone d'OTE, donc Optimal Trading Entry, lorsqu'on traçait un Fibo sur la précédente impulsion haussière. Je ne l'avais pas identifié à l'instant T, mais on a vu hier soir qu'à ce niveau-là, on avait eu aussi une divergence haussière sur le Bitcoin en regardant le RSI. Donc on avait une zone de confluence avec de nombreux éléments qui nous faisaient dire que potentiellement c'était une zone sur laquelle le prix allait rebondir. C'est exactement ce qui s'est passé. On a rebondi sur cette zone, on est revenu la tester. On a ensuite mis en place un MSS, donc on a un changement de structure qui est venu donc invalider la structure baissière qui a été effectuée auparavant. Une fois cela fait, on est revenu tester le MSS et là, boum, on est parti à la hausse. Comme prévu, nous sommes venus chercher les highs en direction des 52 100 $. Ça, c'était une position que je vous avais partagée justement hier matin dans le serveur Discord. Et en plus de ça, on a eu la news comme quoi MicroStrategy rachetait 3000 bitcoins qui est venu valider, qui est venu accélérer, qui est venu exagérer ce mouvement. Mais c'est totalement faux de dire que là c'est un mouvement de manipulation qui a été créé par une news. Ici, la news est seulement venue valider le setup technique qui avait été mis en place initialement. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est de dire que la news a exagéré le mouvement. Effectivement, sans cette annonce, probablement que le cours se serait arrêté ici ou peut-être à 52 600. Mais je ne pense pas qu'on serait allé aussi haut. Donc il y a la news qui joue son rôle et puis il y a un troisième élément. Le troisième élément, c'est qu'il y a des gens qui shortent. Et tant qu'on va y avoir des gens qui shortent, eh bien le prix va continuer de monter sans s'arrêter. Parce que là, en fait, ce mouvement-là, qu'est-ce que c'est ? C'est un short squeeze. Alors, il est extrêmement puissant, il est extrêmement violent, mais c'est un short squeeze. Et là, le problème, si on regarde l'instant T, c'est qu'il est probablement en train de se passer à nouveau la même chose, avec des personnes qui se disent « Ah ok, on a fait cette mèche, on a bloqué ici, on va repartir plus bas, ils short, et du coup, le prix va encore monter. » Alors, ce qui peut expliquer aussi la rapidité de cette impulsion haussière, c'est un énorme trou de volume qu'on avait entre les 53 800 et les 57 000 $. En fait, ce qui se passe, c'est que si on regardait du côté de l'order book et si on regardait du côté des volumes, eh bien, on observait que c'était une zone où il y avait justement pas de volume, il n'y avait pas de résistance technique. Moi, c'est ce que j'appelle un petit peu des trous de verre, où en fait le marché va rentrer dans une zone et la traverser de manière très très rapide parce qu'il n'y a absolument rien pour le retenir, on est dans une sorte de no man's land. Et donc, dans ce genre de situation, on peut se retrouver avec le cours du BTC qui prend
1000, 2000, 3000, 4000 dollars en l'espace de seulement quelques minutes ou quelques heures, justement parce qu'il n'y a rien pour l'arrêter. Et c'est exactement ce qu'on avait travaillé dans le live à 20 h hier soir dans le serveur Discord, où on vous disait que là, ben voilà, vu qu'il n'y allait pas avoir de réintégration du range, eh bien il y avait de très grosses probabilités qu'on se retrouve très très rapidement aux 57 000 dollars. Ok? Donc ça c'est très important de le comprendre. Un autre élément qu'il faut absolument que vous preniez en compte, et là ça va être un petit peu plus de la psychologie, notamment sur la partie biais cognitif, je vous ai fait une petite vidéo courte hier à ce sujet-là, c'est de surtout pas vous dire, parce qu'un actif vient de monter énormément, il va s'arrêter, il va retracer. Non, il y a des actifs qui montent beaucoup et qui continuent de monter beaucoup. Comme il y a d'autres actifs qui perdent 70% de leur valeur et qui continuent encore de perdre de la valeur après. C'est pas parce qu'un actif vient de faire un mouvement dans un sens qu'il va forcément le faire le même mouvement dans l'autre. Ça serait trop simple. Et alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est effectivement quelque chose qu'on observe en ce moment sur le Bitcoin, mais c'est aussi quelque chose qu'on observe par exemple sur les indices américains depuis plusieurs mois. On a des indices qui ne font que monter. C'est pas pour ça qu'ils vont s'arrêter de ne faire que monter. Un actif, il se déplace pour un certain nombre de raisons. Le prix, ce n'est pas le seul indicateur sur lequel vous devez vous baser pour décider si ça va continuer de monter ou descendre. Il y a des éléments intrinsèques, macroéconomiques, microéconomiques et fondamentaux qui expliquent ces montées ou ces descentes. Alors des fois, c'est plus ou moins irrationnel, je vous l'accorde. Mais il y a des raisons. Et donc, tant que ces raisons sont présentes, il n'y a pas de raison, justement, que l'actif en question fasse l'inverse, aille à l'encontre des raisons pour lesquelles il monte ou il descend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important de ne pas tomber dans ces biais cognitifs-là. Je sais que ce n'est pas facile. On a tous tendance à réfléchir de cette manière. Donc, quand on voit quelque chose monter beaucoup, on se dit que ça va forcément redescendre un peu. Mais ce n'est pas forcément le cas. Encore une fois, si on regarde le cours du Bitcoin depuis janvier 2023, j'ai même envie de dire depuis octobre 2022, donc en gros depuis environ 13-14 mois, on est sur une hausse quasi constante. Alors oui, il y a eu quelques phases de retracement, et c'est logique, et c'est normal, et heureusement, mais on est quand même sur une situation de marché où on fait, voilà, environ 270% de hausse en l'espace d'un petit peu plus d'un an. D'accord? Donc voilà. Après, effectivement, là, ce qu'on peut noter et ce qu'on peut identifier, c'est que la fin de ce mouvement, les dernières semaines, et j'ai envie de dire même les dernières heures, mais on va dire plutôt les dernières semaines, effectivement, ont été un petit peu trop impulsive à mon goût. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, le marché était relativement sain. On venait récupérer certains niveaux, on venait respirer, on gardait un certain équilibre. Là, c'est vrai que depuis le Sell the News des ETF, on a un rallye haussier qui est quand même très puissant. Alors peut-être que, voilà, peut-être que le bottom de l'année 2024, il est ici. Peut-être que le bottom de l'année 2024, il est ici. Peut-être que là, ça y est, le rallye haussier qu'on attendait vraiment, il est lancé. C'est tout à fait possible. Malgré ça, comprenez bien une chose, même dans un cycle de bull run, ok, on va avoir des journées, des semaines rouges où ça va saigner. Pourquoi? Parce que le marché, il ne peut pas faire gagner tout le monde. Il va essayer de sortir des gens du marché au fur et à mesure. Et ce n'est pas si simple que ça. Il y a des fois, il faudra bien s'accrocher. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un plan et il faut avoir une stratégie. Ok? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Là, pour le moment, moi, je ne fais rien sur Bitcoin. Donc comme vous le savez, j'avais des positions intraday acheteuses, mais en swing, j'avais plutôt un biais vendeur. Donc j'ai clôturé ma position dès lors qu'on est passé au-dessus des 53 000 dollars pour les biais vendeurs. Maintenant, là, actuellement, on est dans un momentum où il ne faut pas faire grand-chose selon moi, surtout si on n'est pas encore en position. Si vous êtes à l'achat, vous pouvez laisser potentiellement vos achats tourner, puisque pour le moment, il n'y a aucun signe de retournement. Mais n'essayez pas de short le marché alors qu'il est en train de monter avec une telle puissance. Quand on a un marché qui dump, on vous dit tout le temps, n'essayez pas de rattraper un couteau qui tombe. Bah là c'est pareil, n'essayez pas d'arrêter une fusée qui est en train de décoller. Vous allez vous brûler les mains, c'est trop dangereux. Donc dans ce genre de situation, on attend, on patiente. Je vous le répète, mais des fois la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader. Faut pas être tout le temps actif sur le marché. Faut pas être toujours dans de l'application. Comme je vous l'ai dit, il y a des phases d'observation, il y a des phases de réflexion et il y a des phases d'application. Là, on est de nouveau dans une phase d'observation parce que on a nos scénarios qui sont arrivés à terme. Certains sont passés, d'autres pas. Mais donc là, ok, on prend le temps, on souffle. On ne repart pas tout de suite, tout le temps sur de la position. C'est pas parce qu'un trade vient de se terminer que vous devez en reprendre un immédiatement.
Et c'est pareil, même si vous avez perdu, ne soyez pas dans du revenge trade. Non, posez-vous tranquille. On voit que là, sur les data d'order flow, c'est un petit peu le bazar. Il y a eu, je ne sais plus, 300 millions de liquidation. 300 millions de dollars de liquidation sur les dernières 24 heures. Donc, voilà, il y a eu du bazar, il y a eu du changement. On voit l'open interest qui a chuté. Voilà, les fundings, ils ont fait un petit peu n'importe quoi aussi. Il y a eu du mouvement, il y a eu de la liquidation. Donc là, il faut attendre aussi que le marché se rééquilibre un petit peu. Ok, parce que c'est un petit peu le bazar. Maintenant, un autre élément dont je vais vous parler ce matin sur le Bitcoin, c'est que, entre guillemets, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête de monter. En tout cas, je parle sur le moyen terme. Évidemment, à court terme, s'il se peut qu'il retrace un petit peu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si on regarde justement les datas d'order flow depuis plusieurs mois, on observe quelque chose de très intéressant, une divergence qui est notable entre le comportement des particuliers et le comportement des whales, des institutionnels. C'est simple. Depuis plusieurs mois, les retail, les particuliers sont vendeurs en majorité, alors que les whales et les institutionnels achètent de manière très agressive le marché. Et donc, rien que ça permet d'expliquer le comportement haussier actuel du marché. Quand est-ce que ça s'arrêtera? Quand est-ce qu'on aura la TH? Eh bien, quand les whales et les institutionnels arrêteront d'acheter et commenceront à prendre des profits. Et à ce moment-là, c'est le moment où les retail vont commencer en majorité à passer acheteurs, à FOMO. C'est à ce moment-là qu'il faudra prendre ses profits et qu'on aura potentiellement un top. Tant que les particuliers vont rester en majorité vendeurs et que les whales et les instituts vont continuer d'acheter, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête de monter. Et alors, attention, encore une fois, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des fois des journées rouges, des semaines rouges, bien évidemment. Mais je vous parle sur du moyen long terme. Tant qu'on est dans cette situation-là, on va continuer de monter. Et puis, il faut comprendre un truc aussi qui va accentuer ce mouvement haussier à moyen long terme. C'est aussi le fait que plus on va avancer dans ce cycle haussier, plus on va avoir une arrivée de capitaux dans le marché. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on observe relativement peu. On le voit que voilà, ça augmente petit à petit, mais globalement, on n'a pas de grosses entrées de capitaux dans le marché crypto, ce qui est un des facteurs justement qui permet d'avoir un vrai rallye haussier. Lorsque ça va arriver, ça va accentuer encore plus justement ce run à la hausse qu'on va observer parce qu'on va avoir beaucoup de nouveaux investisseurs qui vont apporter de l'argent frais, de la nouvelle liquidité dans le marché, ce qui va permettre là aussi au marché de monter. Ok, bon voilà, ça faisait une grosse partie quand même là sur la partie crypto et sur notamment le Bitcoin, mais c'est vrai que j'avais pas mal de choses à dire puisque ça faisait quelques jours que je n'avais pas fait de vidéo et puis bah forcément il s'est passé aussi pas mal de choses dans les dernières heures. Bon, sur Ethereum, c'est plutôt pas mal aussi, on a vraiment de très belles performances sur les 7 derniers jours. Je suis juste un petit peu frustré hier d'avoir mis mon TP aussi proche parce que c'est vrai que bah voilà, on a fait une nouvelle entrée. D'ailleurs, là aussi, cas d'école. Le marché crypto nous offre des cas d'école d'un point de vue technique. C'est ultra intéressant. Phase de consolidation, on casse vers le haut, on reteste et on repart. C'est de la base. C'est du basique. Techniquement, c'est très très simple à lire. Là où c'est plus compliqué, c'est psychologiquement. Mais techniquement, c'est très propre à lire. Et donc là, vous voyez, c'est vrai que j'aurais pu laisser courir ma position. Mais en fait, au moment où on est venu chercher les TP, j'étais pas devant l'écran. J'avais mis mon TP en limite. Et du coup, on est venu le chercher alors que c'est vrai que j'aurais pu, si j'avais été devant les écrans, peut-être que j'aurais pu laisser tourner un petit peu plus haut ma position. Mais en tout cas, on voit à nouveau un Ethereum qui nous propose de très 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 belles performances. Pareil, là, il est dans une situation Ether où il n'y a plus grand chose qui le retient. Et il peut très très bien être capable d'aller pousser maintenant jusqu'à 3800 $. Ça ne serait pas impossible si on a un Bitcoin qui reste haussier, si on a un marché crypto qui reste comme ça, qu'on aille vraiment beaucoup plus haut, entre 3400 potentiellement, et 3800 $, même si, attention, on arrive quand même sur des niveaux de résistance assez importants sur Ether, il va falloir être prudent, ok. Mais voilà, encore une fois, entre 3400 et 3800 $, c'est tout à fait envisageable dans les prochaines semaines sur Ethereum. Sur les alts, il s'est passé pas mal de petites choses aussi. Moi, un de mes bags spot s'est merveilleusement bien comporté sur les dernières heures. C'est le PIT. Ça fait des mois et des mois que je vous en parle. On en avait acheté, pour ceux qui sont dans le serveur Discord, rappelez-vous, aux alentours des 30-35 centimes. D'accord? Donc, on n'avait pas eu le bottom. Je suis totalement transparent avec vous et je suis totalement honnête. On n'avait clairement pas acheté au bottom. On avait acheté avant. On avait acheté dans le dernier trimestre 2023. Donc, aux alentours des 30-35 centimes. Mais aujourd'hui, ça nous permet quand même d'être à plus de x2 en termes de performance.
sur le cours du PIT, pardon. Donc franchement, ça fait super plaisir. Et puis je pense que voilà, c'est un projet qui est amené à se valoriser encore davantage à l'avenir. Attention, quand je vous dis ça, ce n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment. Autre petit setup que je trouve intéressant, c'est le Solana, alors que je vous ai partagé hier matin une nouvelle position à l'achat qui se passe très très bien. Je réfléchis potentiellement à une entrée short dans les prochaines heures sur Solana sur le niveau des 114 $. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur le haut de notre zone d'OTE, de cette impulsion baissière, et sur une très belle zone de liquidité. Donc évidemment, attention, ça serait aller à l'encontre du marché. Donc c'est pour ça qu'on va être très prudent et qu'on va attendre des confirmations. Mais dans l'optique où on aurait un Bitcoin qui respirerait un petit peu et qui viendrait chercher un petit peu de retracement, ça serait pas du tout bête de voir le Solana lui aussi retracer un petit peu, sachant que voilà, on a vu quand même la dominance du Bitcoin remonter. Donc ça veut dire que dès que BTC va corriger, les alts vont souffrir un petit peu plus. Sauf si Ether arrive de nouveau à reprendre le relais. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. Donc voilà pour Solana. Il y a aussi le Starknet que je surveille particulièrement ce matin. Pourquoi? Parce que le Starknet, il nous fait quelque chose de très bullish à court terme. Comme vous voyez ici en 1 heure, on est venu repasser la zone de polarité, la zone de résistance ici des 1,95 $. Et on a mis en place un MSS et un boss. Moi, le seul petit hic ici, le seul petit truc qui m'embête, c'est le fait qu'on n'ait pas récupéré ces lots ici. J'aurais vraiment bien aimé qu'on bien swept cette zone pour vraiment pouvoir partir à l'achat de manière sereine. Là, c'est vrai que du coup, vu qu'on ne les a pas récupérés, j'ai pas une totale confiance dans mon trade, enfin dans le trade que potentiellement je vais prendre. Donc voilà, c'est le seul petit truc qui m'embête. Vraiment, j'aimerais beaucoup qu'on vienne chercher ces lots avec une petite mèche pour ensuite venir chercher une cassure qui ressemblerait à ça. On verra ce qui se passera dans les prochaines heures. En tout cas, le Starknet qui va être à surveiller très attentivement, selon moi, dans les prochaines semaines. Encore une fois, c'est un projet qui est super intéressant. La team a fait quand même une belle amélioration de la tokenomics semaine dernière. Donc ça va forcément amener le projet à se valoriser davantage, selon moi, dans les semaines, dans les mois à venir. Ok ? Pour ceux qui stackent le DIM, petit aparté, mais probablement un premier airdrop qui devrait arriver dans les prochaines semaines, qui a été annoncé hier sur Twitter. Alors moi, c'est vrai que le DIM, je le regarde un petit peu moins dernièrement. Pourquoi? Parce que voilà, on est venu casser par le bas cette zone de consolidation. Alors, deux options. Soit on va revenir tester ce niveau, être rejeté dessus, et dans ce cas-là, on va probablement repartir à la baisse. Soit en fait, on est en train de mettre en place une sorte de PO3, donc Power of Three. Je vous rappelle que c'est un pattern très intéressant en analyse technique où on va avoir une phase d'accumulation, une phase de manipulation et ensuite une phase de distribution. Donc là, il va vraiment falloir être très attentif en 4 heures sur le comportement du DIM. Soit on a un rejet, comme je vous disais, et dans ce cas-là, il faudra viser plus bas, soit réintégration, et là, ça peut partir très vite. Et moi, je vous avoue que si effectivement il y a des airdrops qui arrivent, je penche plutôt sur le scénario d'une réintégration de mon PO3 et donc d'un décollage en direction des 10 $. Mais là encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches, prenez vos propres décisions et ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais ou ce que je vous montre, les amis. Bref, maintenant que ça c'est dit, on va désormais pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels parce que je pense que là je vous ai fait quand même un bon petit point sur le marché crypto. Bon, globalement d'un point de vue macro, ça va être un petit peu plus rapide parce que j'ai pas forcément beaucoup de nouveaux setups à vous présenter. On est globalement toujours dans les mêmes lignes directrices. Alors, il va falloir commencer à être très prudent sur le dollar aujourd'hui puisqu'on va avoir des premiers catalyseurs macroéconomiques cet après-midi du côté américain avec à 14h30 les commandes de biens durables. Donc, c'est un indicateur d'activité économique qui est quand même très pertinent et très intéressant. Un chiffre qui devrait baisser sur le mois de janvier. Alors, la question qui va se poser, c'est comment les marchés vont interpréter ces résultats. Est-ce qu'ils vont interpréter ces résultats en se disant bon bah c'est une baisse de croissance, baisse d'activité économique, c'est pas terrible pour nous, c'est pas terrible pour les entreprises, potentiellement retour des risques de récession et dans ce cas-là ça peut avoir un impact négatif sur les marchés. Autre solution, les marchés vont interpréter ça comme quelque chose qui peut permettre de limiter l'inflation, la reprise de l'inflation, et dans ce cas-là, ça pourrait être bénéfique justement pour les marchés. On aura justement aussi à 16h, en deuxième partie d'après-midi, un chiffre qui nous intéressera dans le contexte aussi d'inflation, puisqu'on aura la confiance des consommateurs sur le mois de février qui devrait rester stable à 114,8. Donc là aussi, un indicateur qui va nous donner des informations sur potentiellement une reprise ou non de la consommation aux États-Unis. Évidemment, ce sont des chiffres qui sont à mettre en lien avec le taux de chômage et le salaire horaire moyen, notamment, puisque
avec l'agrégat de ces différents résultats, on va avoir une idée du pouvoir d'achat des Américains et de la manière dont ils vont souhaiter le dépenser et utiliser ce pouvoir d'achat. Donc le dollar qui va avoir une place centrale évidemment là-dedans. Sur les indices, globalement il n'y a pas de changement. Je reste en stand-by sur la plupart de ces indices, en tout cas sur des positions moyen terme, hormis sur le FTSE, l'indice européen britannique, qui est le plus faible de tous selon moi en ce moment, à l'exception des plus petites capitalisations, donc par exemple avec le Russell 2000 aux États-Unis. Et je privilégie plutôt des prises de position à court terme, du coup, sur les marchés. Pourquoi? Parce que je m'attends à de la volatilité. Je m'attends à de la volatilité, il y a de l'incertitude. On va avoir des résultats qui vont probablement amener des mouvements à la hausse et à la baisse. Donc potentiellement des retournements de situation dans la semaine. Donc je ne préfère pas m'exposer sur des temporalités trop élevées durant la semaine. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait dès la journée, dès la session d'hier après-midi sur le Nasdaq avec un premier petit scalp, comme vous le voyez juste ici. Okay, donc je pense que cette semaine, on va vraiment privilégier ce type de position à court terme sur des petites unités de temps, des trades qui vont être très très rapides, qu'on va prendre probablement sur des excès de volatilité et qui vont nous permettre de très rapidement ressortir du marché et de ne pas en fait subir potentiellement des retournements de situation imprévus dus à des catalyseurs macroéconomiques violents. D'accord? Donc voilà un petit peu la thématique de la semaine qui va être mise en place sur les indices. De toute façon, je vous tiendrai au courant de toutes mes positions comme d'habitude dans le serveur Discord. Du côté du Forex, c'est pareil, on est toujours plutôt vendeur sur euro et sur GBP USD, ok. Pour le moment, il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. J'attends potentiellement quelques confirmations pour faire des renforcements de position. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas de gros changements. Théo vous a partagé aussi pas mal de setup sur la partie Forex dans le serveur Discord. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. On va terminer avec un dernier petit point sur les matières premières ce matin. Donc, le gold qu'on a toujours à l'achat dans une position swing. Je vous avais partagé hier après-midi un nouveau potentiel setup que vous pouviez trader. Malheureusement, j'ai été un petit peu trop gourmand. Je voyais le prix redescendre un petit peu plus bas et du coup, je ne me suis pas positionné. En fait, la zone à privilégier, c'était vraiment celle-ci, des 2025 points. Sur les 618 de Fibo, on avait une belle zone. Moi, c'est vrai que je l'attendais un petit peu plus bas. Donc, j'ai pas fait mon renforcement de position. Mais bon, c'est pas dramatique en soi puisque de toute façon, on est déjà, comme je vous disais, dans cette position swing. Donc, c'est pas grave du tout. Et puis, sur le pétrole, toujours en stand-by. On est bien descendu fin de semaine dernière. Et puis hier, on a rebondi, mais sans avoir récupéré les lots. Donc pour le moment, on suit le plan, on suit la stratégie. On ne se précipite pas tant qu'on n'a pas récupéré cette zone. On ne repart pas à l'achat sur le cours du pétrole. C'est très très important, les amis, de bien respecter ces différentes règles. Du côté du VIX, très peu de volatilité et très peu de stress pour le moment. Attention, ça pourrait changer au cours de la semaine, comme je vous le disais, avec les différents catalyseurs. D'ailleurs, catalyseur qu'on suivra tous ensemble tout au long de la semaine et ça commence dès cet après-midi à partir de 14h15, 14h30 en live sur Twitch et sur TikTok comme d'habitude. Donc pour ne rien louper les amis, abonnez-vous, rejoignez-nous dans le serveur Discord, encore une fois vous avez le lien en bio et en description. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus concis, le plus résumé possible, je sais qu'il y avait beaucoup d'informations et encore une fois si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur dans toutes ces infos, aller un petit peu plus en détail, eh bien c'est dans le serveur Discord que ça se passe. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée, je vous dis à tout de suite, enfin tout à l'heure, et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.